Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur la colle. Aujourd'hui, un épisode qui me fait plaisir. Alors, tous les épisodes me font plaisir de manière générale, mais aujourd'hui, on va passer un peu de temps avec Karine Picard. Bonjour Karine. Bonjour Pierre. Alors, Karine, on a bossé ensemble. Enfin voilà, on a évolué dans les mêmes sphères de l'informatique d'entreprise. On va appeler ça comme ça. Mais aujourd'hui, Karine est la country manager pour Oracle en France. Elle est même vice-présidente Europe, Moyen-Orient, enfin Middle East, Africa, sur le business développement pour Oracle. Donc en gros, enfin dans ce business-là, ça veut dire que Karine, c'est quelqu'un qui pèse. Et voilà, je suis super impatient de cet échange. On va parler système d'information, on va parler les femmes dans la tech, on va parler des dernières grandes tendances qui sont là et qui sont à venir. Donc voilà, un truc passionnant et vous allez découvrir Karine, elle est juste elle aussi totalement passionnante. Karine, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Et moi aussi, je suis absolument ravie d'être là avec toi, Pierre. C'est un bond dans le passé, mais un passé que j'ai adoré. Donc, merci. Cool. Donc, oui, moi, je m'appelle Karine Picard. Donc, moi, je suis lyonnaise d'origine. Je suis montée à Paris, comme on dit, pour faire une école de commerce. Ouais. Comme beaucoup de gens, je savais pas trop le CELSCA, voilà. Comme beaucoup de gens, je savais pas trop ce que je voulais faire après 3 ans d'école de commerce, mais les stages m'ont amenée à travailler dans la consolidation statutaire et c'est vrai que ça peut pas faire rêver. Alors, attends, déjà je t'arrête. Pour ceux qui y connaissent rien, il y a ma mère qui écoute, donc il faut aussi expliquer. C'est quoi la consolidation statutaire? Alors, tu vois, c'est vrai que moi, quand j'ai eu mon premier cours de consolidation à l'ESSELSCA, c'est pas celui qui me faisait lever le matin, on va dire. Donc, j'y suis allée un peu en traînant les pieds. J'ai découvert que c'était vraiment intéressant parce que c'est comprendre comment les entreprises qui ont des filiales multiples dans le monde entier vont arriver à exposer leur situation financière de manière cohérente, consolidant tous les chiffres de toutes ces filiales, avec des filiales qui vont interagir entre elles, se vendre des choses, etc., se rétrocéder des choses. Donc, il y a énormément de règles et de comptabilité derrière ça, mais il y a aussi beaucoup d'opérations de bas de bilan, de haut de bilan, de fusion. Donc, c'est vraiment le cœur aussi de la finance stratégique. Ouais. Et donc, j'ai découvert que c'était en fait passionnant et j'ai eu l'occasion de faire un stage dans une boîte d'immobilier à Paris et on m'a demandé de faire la consolidation des SCI. Donc, c'était pas énorme, mais ça m'a permis concrètement de comprendre ce que j'avais appris en cours. Tu sais, souvent, les cours de finance, c'est super, mais tu vois, faut l'appliquer après pour que ça devienne un peu plus intéressant. Et donc, grâce à ce stage, en fait, ça m'a permis de trouver mon premier job de manière un petit peu surprenante.
mais j'ai répondu à une annonce qui avait été publiée à Dauphine. Donc, faut pas toujours rester dans ces zones de confort. Faut aller voir un peu ailleurs s'il y a pas. Ils recherchaient que des gens de Dauphine. Apparemment, c'était mieux que les gens de l'SLSK. Mais grâce à mon stage, je suis passée devant les gens de Dauphine parce qu'en fait, la pratique avait. T'avais de l'expérience. Avec l'expérience, voilà. Et donc, j'ai eu mon premier stage dans ce cabinet de conseil où il y avait 10 personnes. C'était pas énorme, mais on avait des très gros clients à l'époque, comme Carrefour, et on faisait des choses passionnantes alors que j'avais 22 ans. Et voilà, j'avais très peu d'expérience. La conso de Carrefour était faite par un petit cabinet. Voilà, exactement. Okay. Parce qu'en fait, c'est des choses d'expertise et on le voit aujourd'hui maintenant, tu sais, quand tu es sur une niche, quand tu as une expertise extrêmement poussée et d'un coup, tu vas apporter une valeur à des clients énormes et tu es moins généraliste, donc tu as plus de valeur. Donc en fait, cette expertise permettait à ce cabinet déjà de grossir, elle existe encore aujourd'hui, mais d'avoir des clients. Moi, à l'époque, c'était des Suez, des sociétés qui ont un peu disparu ou qui se sont fusionnées, tu vois, Alcatel, l'économie a bougé, mais c'était assez passionnant. Mais je veux bien croire. Puis alors tu l'as évoqué un petit peu, mais intellectuellement c'est hyper complexe en plus. Oui. Il y en a dans tous les sens. Il y a des règles et ça s'est complexifié d'ailleurs au fur et à mesure des années parce que il y a eu des règles internationales, des règles européennes, des règles américaines, etc. Et ce sont des boîtes hyper complexes. Donc intellectuellement, je pense que c'est super riche effectivement. Oui, et puis je trouve que commencer dans une petite boîte, quand tu dois tout faire, c'est-à-dire que tu le sais, hein, t'as monté ta boîte, on a travaillé ensemble dans des boîtes où t'arrives pour un job, mais tu vas pas dire non, ça c'est pas mon boulot de créer un livret de formation, d'aller faire un peu de marketing, d'aller sur scène, parfois de faire des tâches où tu te dis moi je suis bien au-delà de ça quand même, j'ai 5 ans d'études. Non, parce que ça te sert à comprendre comment tout est construit. Donc ça m'a vraiment permis de toucher à tout. Je dirais pas que c'était les années les plus cool de ma vie. On travaillait beaucoup d'heures, mais il y avait une énergie très positive et j'avais vraiment l'impression d'apprendre tous les jours, d'avoir énormément de responsabilités pour mon âge. Donc ça permet de gagner en maturité et en seniorité très vite. Je trouve de commencer dans une boîte moins structurée, plus petite. Je trouve que c'est bien pour sauter dans le bain du boulot. Enfin moi j'ai aimé ça. Il y a un autre intérêt, c'est que la conso, elle est tenue dans une grosse boîte comme ça, en général, par le directeur financier. Ce qui fait que, en termes de points de contact et de points d'échange avec les entreprises, t'es au cœur de la machine, quoi. Exactement. Donc, tu as des discussions avec des gens qui ont 15 ans d'expérience, qui décident de la stratégie d'investissement d'une boîte. Tu es au cœur d'opérations de haut bilan extrêmement complexes. Je me souviens, j'étais dans l'opération de fusion Alcatel, Lucent, Alstom à l'époque, puisqu'il fallait tout consolider ça. Moi, j'avais 25 ans, j'essayais de comprendre un petit peu ce qui se passait d'un point de vue stratégique. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le système d'information, c'est toujours de prendre ces éléments métiers, stratégie, et tu dois les transformer dans une technologie et les adapter à la technologie. Je trouve, c'est toujours ça qui m'a excitée, c'est ce passage du métier à la technologie, de le rendre assez limpide pour pouvoir être automatisé, etc. Et ça, je trouve que c'est un exercice intellectuel qui m'a toujours plu. Qui permet d'avoir les deux facettes, je trouve, le métier, le calcul, mais aussi l'innovation, l'automatisation, se réinventer et pas rester. La consolidation, c'est pas forcément un truc excitant qui se renouvelle, tu vois, il y a des règles, mais c'est là où tu peux voir qu'il y a quand même de l'innovation et de la technologie qui peut changer la vie des gens dans les directions financières et rendre la société plus performante. Et ça, je trouve que intellectuellement, c'est vraiment passionnant. Et justement, tu vas tomber, c'est un peu comme Obélix, mais tu vas tomber dans la marmite du système d'information. Comment t'as fait ce shift-là? Par pur hasard, tu vois, j'avais une amie, ma meilleure amie travaillait dans un cabinet de recrutement, Robert Half, et un jour elle m'appelle, elle me dit, j'ai reçu une demande pour un job chez Hyperion. Alors, je comprends pas bien ce que c'est, mais quand tu me parles de ton job, ça ressemble. Et elle me dit, j'ai jamais bien compris ce que tu faisais, mais il y a des mots qui ont résonné et j'ai l'impression que ton profil, c'est ce qu'ils recherchent. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des entretiens avec des gens que tu connais très bien, qui étaient à la tête d'Hyperion France à l'époque, dans les années 99.
j'ai trouvé le côté boîte américaine m'a séduit, la modernité, la jeunesse, l'envie de gagner, parce qu'en fait j'étais consultante, mais je me suis aperçue qu'en fait j'aimais bien vendre, j'aimais bien gagner aussi, j'aimais bien qu'on soit à la tête de tout ça, donc on m'a donné un challenge qui était intéressant et voilà, j'ai sauté dans un autre bain. Parce que c'était aussi, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais dans les années 99, début 2000, dans lesquels on a bossé ensemble, c'était un peu l'âge d'or des systèmes, des sociétés de software qui venaient proposer justement des nouvelles technologies, des nouvelles façons de travailler aux entreprises, ce qui fait que on avait, et tu avais aussi une position d'évangéliste par rapport à tout ça. Je pense que aujourd'hui, les sociétés sont beaucoup plus éduquées. Tous les métiers sont éduqués au système d'information. Il y a très peu de métiers maintenant qui n'ont jamais été exposés à la technologie ou au système d'information. Mais maintenant, il y a l'évangélisation par rapport à comment optimiser, standardiser leurs process, rendre leur entreprise plus intelligente. Donc, on est moins sur l'éducation de la technologie, mais plus sur comment se réinventer au travers de la technologie et oublier un petit peu ce qu'ils ont fait pendant 10, 15 ans, qui a un peu alourdi parfois leur entreprise et le Covid a évidemment mis en avant toutes ces problématiques de lourdeur et d'agilité. Donc c'est vrai que on est encore dans l'évangélisation, mais c'est plus du conseil, presque parfois du change management, de comment utiliser les technologies, que de la pure évangélisation sur la technologie elle-même. Donc ça a évolué. Et l'âge d'or, je dirais, les entreprises sont plus éduquées aussi dans comment négocier avec nous. Donc, ça s'est rééquilibré dans la négociation et je dirais que on est un petit peu moins hégémonique qu'on pouvait l'être. C'est vrai, certainement. Alors, on va faire long story short, mais à un moment dans ta carrière, alors tu passes chez SAP aussi. Honnêtement, tu tapes les noms aussi. Voilà, Hyperion était le numéro 1 mondial de la consolidation. SAP, c'est l'entreprise qu'on connaît. Et puis t'arrives chez Oracle. Alors, qu'est-ce qui t'avait séduit chez Oracle Alors, moi, je suis toujours franche quand j'explique que c'est pas Oracle qui m'a séduit parce qu'à l'époque, Oracle, pour moi, c'était un peu un dinosaure. C'était pas une boîte qui montrait beaucoup d'innovation. Ouais. Je me disais, bon, ils ont racheté Hyperion, ils ont racheté un certain nombre de sociétés, mais j'étais pas très bien chez SAP et je pense que si on regarde une carrière, et tu le sais toi aussi, moi l'humain, la fierté, l'admiration des gens avec qui je travaille, c'est hyper important. C'est pour ça que je t'avais rejoint aussi. C'était une aventure humaine et malgré tout, même si je suis pas je suis pas dans l'angélisme de la relation au travail, je pense qu'il faut aimer les gens avec qui on travaille, il faut se sentir bien avec eux et reconnu. Et tu passes beaucoup de temps avec eux, donc autant. Voilà. Moi, j'étais pas bien. Et pour la première fois de ma vie, j'avais pas envie de me lever le matin pour aller travailler. Et pour moi, c'était un signe terrible. Ouais. Et on m'a appelé des anciens. Tu vois pourquoi le réseau est important. Faut pas se fâcher avec les gens, même si j'étais partie d'Hyperion et qu'à l'époque les gens sont déçus. Quand tu pars d'une société, les gens sont forcément déçus de te laisser partir. Mais là, on m'a rappelé, on m'a dit apparemment t'es pas heureuse. Et j'étais contente qu'il y ait des gens qui étaient dire Karine n'est pas bien. Et voilà, et on m'a proposé de prendre un job qui m'intéressait. Je me suis dit c'est du business développement, j'en ai jamais fait. Et donc je suis venue et on m'a dit tu sais on va lancer le cloud. Et j'ai dit on va lancer le cloud, c'est bien, ça peut être une aventure intéressante. C'était pas le truc hyper à la mode en 2008 encore, enfin, c'était à la mode, mais ça commençait, voilà. Et j'ai rejoint des gens que j'admirais et que j'aimais. Je pense que c'était ça. Ouais, et puis c'était peut-être que je me trompe, mais ça permettait d'ouvrir ton scope aussi parce que le marché t'identifiait comme la papesse de la consolidation statutaire. Exactement, ouais. Non mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité, la spécialisation peut être très dommageable dans une carrière, c'est-à-dire après ça dépend. Si toi tu décides que c'est ta joie d'être l'expert d'un sujet et tu veux être cet expert, tu aimes connaître de A à Z un sujet, c'est ça dans lequel tu t'épanouis, c'est génial. Mais moi je sentais que ma curiosité
elle commençait à s'essorer un petit peu, s'étioler. Et c'est vrai que chez Oracle, tout de suite, on m'a dit, tu vas prendre le RP, tu vas prendre d'autres sujets, la supply chain, puis la RH, puis le CX. Et au début, ça fait un peu peur parce que tu te dis, ah, mais moi, j'ai fait que de la consolidation du budget toute ma vie. Est-ce que je vais réussir à comprendre tout ça? Et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin on comprend, mais on n'a pas besoin de comprendre avec le même niveau de détail. Qu'après, c'est d'autres compétences qu'on recherche chez toi à appliquer à d'autres domaines. Mais on m'a donné cette chance, je l'ai pris. J'ai beaucoup travaillé pour comprendre ces domaines métiers. Mais c'est vrai que puis avec une logique aussi. Alors, des boîtes très alors SAP c'est pas américain, mais c'est très anglo-saxon quand même dans l'approche. Oracle c'est vraiment une boîte américaine 100%, on va dire. Mais en tout cas des contextes très internationaux. Oui. Dans laquelle on essaie d'apprendre des trucs. C'est quoi ton conseil pour bosser dans des contextes comme ça multiculturels? Je pense que d'une part, faut parler anglais, hein, malgré tout. Oui. C'est la base. Okay. Non, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais moi, j'ai des alternants dans mes équipes. Hein, on en recrute à peu près 25 à 50 par an. J'en ai un qui parle l'anglais de manière incroyable. Je l'ai déjà mis en face de mes super boss pour présenter des projets, etc. Donc, il est là depuis 6 mois, il est déjà exposé, il est déçu des super projets. Il y en a, ils parlent pas anglais, ils vont rester sur le job France, voilà, et il va faire des trucs bien, mais l'exposition, déjà, elle est plus du tout la même. Ouais. Donc, l'anglais, c'est essentiel. Faut vraiment pas passer à côté parce que je pense que, sauf si on veut vraiment rester franco-français et puis, mais même ouvrir possible, une boulangerie ou une fromagerie, il vaut mieux parler l'anglais. Donc, à Paris, en tous les cas. Donc, l'anglais. Et après, moi, j'ai toujours aimé les gens. J'ai une empathie, tu le sais, hein, dans la vente, on écoute, on essaye de comprendre ce qui motive les gens, leurs valeurs, etc. Donc, si on n'a pas envie de comprendre pourquoi un Allemand ne réagit pas comme quelqu'un qui est basé en Afrique du Sud, à Dubaï, un Finlandais, si on n'est pas à l'écoute un petit peu quand même des personnalités, de ce qui a fait leur histoire, c'est compliqué d'évoluer dans un monde international. Donc, faut quand même avoir l'intérêt de l'autre et l'intérêt pour l'autre pour évoluer dans ce monde-là. Parce que la culture, on est d'accord, c'est une culture américaine, c'est la culture d'Oracle ou la culture d'une autre boîte, etc. Mais fondamentalement, un Italien, ça reste un Italien. Donc, voilà, moi j'ai toujours aimé comprendre ce qui dirigeait les gens, comment ils travaillaient, pour essayer et de les guider dans un standard, bien évidemment, mais aussi d'utiliser au maximum leur innovation, leur énergie qui est complètement différente en fonction des pays. Ah, puis bosser avec les Italiens, ça peut être un vrai bonheur comme un vrai cauchemar. Oui, non, mais c'est vrai, les deux, c'est comme avec les Français. C'est vrai, c'est très vrai. C'est un point qui est un peu en histoire de fond. Il y a des logiques de vente B2B, donc business to business, des entreprises qui vendent aux entreprises. Tu as été dans ces positions-là. Alors pour la petite histoire, c'est des deals qui vont de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Dans toute ton histoire, est-ce qu'il y a un deal dont tu te souviens ou qui t'a marqué, qui peut justement par l'expérience faire apprendre à tous ceux qui nous écouteraient? Tu sais, moi, il y en a un que j'ai en tête, hein, mais t'as signé avec le Club Med à un moment ou à un autre. Il y a ça aussi. Il y a eu ce deal-là sur de la conso. Mais bon, il y en a certainement eu plein d'autres. Je sais pas, est-ce qu'il y en a un justement? Alors, je dirais que mon premier deal, en fait, vraiment celui qui m'a marqué le plus à l'époque, c'était PPR, c'était l'ancêtre de Kering. Oui. Parce que c'était le premier deal avec le CAC 40 chez Hyperion aussi important où on remplaçait un concurrent. Ouais. Et moi, j'ai découvert l'importance de la relation qu'on avait créée
créé avec le client et la confiance qu'on avait créée avec le client. Donc j'ai découvert qu'il y avait le besoin d'excellence, c'est-à-dire que on a voulu être encore meilleur que la société qui était déjà en place. Donc on s'est dépassé dans l'excellence de ce qu'on a fourni et on a amené de l'expertise, du conseil. On a réinventé la manière de répondre aux appels d'offres parce qu'on sentait qu'il fallait aller au-delà de ce on faisait normalement. Donc je trouvais que c'était vraiment là où je me suis dépassée. Et ensuite parce que j'avais créé un lien avec le directeur financier de l'époque qui me faisait confiance et j'ai compris. Au final, je pense qu'il avait aussi signé par la confiance qu'il avait en moi, en une personne, pas simplement à la société. Et donc, c'est là où j'ai compris que la vente, on achetait à une société, mais vraiment le fait quand on dit qu'on achète à des personnes, parfois ça se joue à très peu de choses dans les personnalités. Donc c'est extrêmement important de mettre les bonnes personnalités en face des gens aussi. Tu mets pas quelqu'un qui est introverti en face d'un autre introverti. Peut-être que ça va poser énormément de problèmes. Ça va pas avancer. La technique de vente, c'est pas un vendeur n'est pas bon avec tout le monde, tu vois. Donc, je pense que c'est là où j'ai découvert cette nécessité de bien comprendre à qui on vendait, de comprendre et de créer ce lien. Et après, récemment, j'ai eu la chance de travailler avec France Télévisions et une directrice financière qui s'appelle Priscille Ducommet, qui est une jeune femme absolument incroyable. On était dans un deal où elle voulait SAP, tu vois, elle était un peu picousée. Elle m'a dit le premier meeting avec toi, j'ai compris que voilà, j'avais envie d'être partenaire avec ta société parce que tu m'as montré des valeurs, tu m'as montré que ta société avait changé, tu m'as montré que j'achetais pas qu'une technologie, que j'achetais voilà des valeurs, des gens, une confiance. Et je me suis dit voilà, on a construit, on a passé tous les écueils ensemble durant tout le deal. Et pour moi, ça a été un vrai voilà, une nouvelle très très belle expérience de vente avec des gens qui t'as confiance. La vente, c'est pas forcément convaincre à tout prix, tu vois. Je vais être le meilleur à convaincre. C'est aussi en face, la personne, elle veut acheter, mais elle doit aussi vendre en interne son projet. Elle doit aussi vendre sa transformation. Donc, l'aider à vendre sa transformation en étant, je te disais, ce conseil. C'est absolument essentiel. Autrement, c'est trop brutal. On passe à côté de trop de choses. Et pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas ce monde-là, on est là sur des process de vente qui sont des ventes complexes. Alors, ok, en termes de chiffres, ça représente souvent beaucoup d'argent, mais c'est un peu comme les ventes de Boeing et d'Airbus. Hein. C'est des mois et des mois de travail. Exactement, des mois et des mois de travail, des équipes souvent pléthoriques, avec des techniciens, des ingénieurs d'affaires, des juristes. Enfin, c'est plusieurs dizaines de personnes qui peuvent travailler comme ça sur des affaires. Enfin voilà, ça c'est pour donner envie aux jeunes qui nous écoutent. Mais c'est un super esprit d'équipe, ça crée enfin je trouve que quand ça se passe bien, c'est du lien, c'est de l'envie de gagner ensemble, c'est de la collaboration, c'est comprendre le métier de l'autre. C'est pas individuel, c'est pas une vente seule. Non, voilà. Et puis c'est même pas une vente seule. Ce que tu disais est très très vrai, c'est-à-dire que c'est pas une vente contre le client, mais c'est une vente avec le client. Et effectivement, on en a fait quelques-unes et ensemble. Et tu noues une relation de confiance qui doit s'inscrire de toute façon dans la durée parce que ces solutions s'inscrivent dans la durée. Ce sont des investissements majeurs, massifs pour les entreprises qui les mettent potentiellement à risque d'ailleurs si ça marche pas. Hein, donc tu as une vraie aussi responsabilité. Et puis c'est des gens que tu vas suivre, qui vont te suivre. Enfin tout ça est un système assez. Qui viennent tes amis parfois. Parfois, mais ouais, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Hein. Complètement. Donc c'est, enfin voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez regarder un petit peu tout ce qui tourne autour de la vente, la vente complexe, parce que en plus de ça, dans des contextes parfois internationaux aussi. Donc, ouais, bien sûr, c'est sympa hein, de négocier avec des Allemands, parfois des Chinois, c'est très compliqué, ou des Russes. Ouais. On apprend aussi que il y a des règles de vente différentes par pays. Et on arrive dans ce chemin de Karine Picard il y a une opportunité qui arrive et de diriger la France pour Oracle. Alors déjà, je sais pas si tu peux en parler. Enfin, voilà, tu vas nous l'édulcorer, etc. Raconte-nous comment ça se passe ça.
Il y a un mec un jour, un Américain qui débarque, qui toque à ton bureau, dit tiens, j'ai un job, ça t'intéresse? Non, ça se passe pas comme ça malheureusement, ou heureusement, je sais pas. Non, en fait, j'étais déjà membre du comité de direction parce que j'étais en charge de toute la vente des applications cloud, donc j'étais déjà membre du comité de direction, et donc j'étais déjà un peu au cœur du sérail, mais on avait fait venir quelqu'un que tu connais, Gérald Carsanti, pour diriger la France. Moi, je travaillais avec Gérald, j'étais très bien où j'étais, on avait une bonne entente en plus, il a amené plein de bonnes idées. Et puis en fait, ça lui plaisait pas, je pense qu'on lui a fait une meilleure offre ailleurs. Il est reparti chez SAP et on s'est retrouvé sans patron de la France et je ne sais pas, il y avait un trou, on trouvait pas la personne pour remplacer. On voulait du sang neuf qui représente la transformation de la société, qui soit pas toujours les anciens. Donc, chercher du sang neuf à l'extérieur. Et puis, c'était compliqué de recruter parce qu'on n'avait pas le profil qui correspondait à ce qu'on voulait. Donc moi, j'avais exprimé la volonté de prendre ce rôle. Mais attends. Puisque, clairement, j'étais allée voir notre grand patron de l'époque, qui était le grand patron de l'Europe, Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Ouais. Et je lui ai vite dit, moi, je suis prête, je peux le faire. Je pense que ce dont on a besoin, c'est une image de quelqu'un qui vient du métier, quelqu'un qui est peut-être plus jeune, une femme peut-être, ça peut être sympa. Ce serait aussi. peut-être pas une idée complètement con, ça. Une bonne idée, peut-être changer, faire venir des jeunes femmes dans la boîte, montrer qu'on n'est pas que des hommes blancs de plus de 55 ans. Mais bon, disons que ce message n'a pas résonné et qu'on m'a dit non, mais tu dois te focaliser sur ton travail. On était dans plein de lancements de l'ERP, c'était très compliqué. Et donc j'ai attendu 1 an, on a mis un Italien en intérim. Donc c'est pour te dire que vraiment on trouvait pas. On revient sur les Italiens. Okay. Voilà, les Italiens. Donc on a mis un Italien en intérim qui était charmant au demeurant et très brillant. Et donc au bout de 6 mois, je suis retournée en disant apparemment il y a personne à l'extérieur. Est-ce que moi par hasard ça serait pas possible? Et j'ai eu encore un refus. Ouais. Et puis la personne est partie. Notre direction générale a changé. Et la nouvelle personne, elle, était persuadée qu'il fallait un gros changement. Et donc, il m'a nommé. Je pense qu'il a été nommé un 1er octobre et que le 2 octobre, j'ai été nommée country manager. Il m'a dit, ça sera ma première décision. Ça sera que tu sois à la tête de la France parce que je pense qu'on a trop attendu pour les mauvaises raisons. Donc, faut être persévérant quand on veut quelque chose. Tu sais, alors, ça me rappelle un épisode de La Colle que j'ai fait avec Sandra Legrand, une entrepreneuse, juste brillante, qui a cette phrase qui dit « On a plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite ». Et donc voilà, c'est conseil à tous ceux qui nous écoutent, exprimez vos souhaits, vos vœux, vos envies, parce que sinon les autres vont pas l'imaginer pour vous, quoi. Ça c'est clair. Non, mais moi j'étais heureuse et j'ai découvert qu'en fait il y avait tous les employés ont été vraiment ravis de cette nomination. Et voilà, je pense qu'on fait un bon travail pour l'image d'Oracle, qui avait besoin d'être aussi rafraîchie, réexpliquée, que la stratégie soit représentée, qu'on aborde différemment les médias, le social media. Voilà, donc c'était excitant, c'était une autre facette. Tu vois, t'es plus que dans la vente ou dans le développement. Là, on est entre nous, Karine. C'est quand la date de ta nomination? Octobre 2019. Ok, on va dire le 2 octobre 2019, t'arrives au bureau, ça y est, c'est toi la general manager. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Ça a été annoncé à 4h de l'après-midi, donc j'étais dans mon bureau. D'accord. Et il y a quelqu'un qui bossait avec moi, qui était absolument ravi, un autre vice-président, et qui a commencé à hurler dans les couloirs en disant « Applaudissons la nouvelle reine !» Et il hurlait dans tous les couloirs. Et donc tout le monde sortait et tout le monde venait voir le mail. Et en fait, je suis sortie dans les couloirs et j'avais plein de gens qui m'applaudissaient, qui étaient heureux. Ah, c'est génial. C'était plutôt un bon enfant et c'était drôle. Et ça a été plutôt un moment convivial avec tout le monde sur le plateau et beaucoup de joie. Ouais, c'est cool. Très 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 sympa. Je pense en effet, ça fait des beaux souvenirs. Mais alors, je reprends mon truc, c'est le lendemain matin. T'es chez toi, tu prends ton café, tu dis merde. Enfin, justement, qu'est-ce que tu te dis?
je me dis, waouh, j'ai intérêt à assurer parce que vu que j'ai tellement insisté pour le devenir, oui, c'est vrai, en plus, si j'ai pas de plan et si ça va pas, ça va être compliqué. Mais en fait, j'ai tout de suite rassemblé les gens du comité de direction au vert. J'avais loué une maison toute une journée avec un cuisinier et on s'est mis ensemble et on a réfléchi tout de suite ensemble. Et surtout, je savais qu'on avait beaucoup de travail, donc j'ai pris un conseil externe pour nous aider à structurer ce qu'on voulait faire, nos idées, parce que j'ai pensé que seul on n'y arriverait pas tout de suite. Donc on a pris un conseil qui nous a aussi aidé à structurer nos idées pour qu'on aille plus vite et qu'on définisse vraiment sur quoi on voulait agir. Donc je me suis sentie et j'ai senti tout de suite mon comité de direction derrière moi, quoi, une envie, parce qu'il n'y avait pas eu de manager pendant quelques temps. Donc il y avait une telle envie, une telle demande que l'énergie des gens autour de moi m'a alimentée, parce qu'ils avaient envie. J'avais une directrice de la com qui allait partir en fait parce qu'elle était au bord du gouffre de pas avoir de patron. Elle est restée avec moi et l'énergie était d'un coup, en une journée, tout le monde était boosté. Ouais, je pense que t'as fait souffler un vent d'air frais sur tous ces sur tout. Ouais. Mais parce que tu l'as dit, il y a eu une vraie période de flottement. Et donc voilà, d'un seul coup, waouh, le soleil brille, quoi. Et on y va. Faut pas décevoir encore, tu vois. C'est vrai faut pas décevoir. C'est là où la descente peut être brutale. Mais c'est pour ça qu'il faut bien t'entourer. Tu sais, c'est pas une personne qui va changer le monde dans une boîte. C'est les gens qui sont avec toi au comité de direction, mais c'est tous les employés. Il faut les réembarquer. Il faut comprendre leurs souffrances, leurs frustrations. Mais je pense que ça fait partie de tes forces. C'est-à-dire que t'as suffisamment d'humilité et de bienveillance, justement pour te dire je ne suis pas omnisciente, omnipotente, etc. Et au contraire, ça ne peut se faire qu'à plusieurs. Oui. Moi, j'ai toujours été sur ce modèle-là, hein. Peut-être parfois pas assez égoïste d'ailleurs, à vouloir toujours embarquer plus. Mais je pense qu'il y a toujours plus de positif à travailler ensemble que de négatif. Et j'ai jamais été vraiment, j'ai jamais été trahie ou ça m'est jamais revenu brutalement dans la tête. Alors, je me suis dit, oh là là, j'aurais dû être plus égoïste, travailler que pour moi. J'ai jamais vu de négatif vis-à-vis. Sur le long terme, de toute façon, ça marche pas. Non, c'est pas je dirais bénéfice. C'est pas un bénéfice pour soi, pour même en termes de curiosité ou comment on grandit. Donc moi, je me nourris des autres. Hein, donc juste pour le fun, Karine, il est comment Larry Ellison? Alors pour ceux qui connaîtraient pas Oracle, Larry Ellison, c'est le CEO, donc le PDG fondateur d'Oracle. C'est une légende dans l'informatique en général, dans l'informatique d'entreprise. C'est une légende, le Larry Ellison. Donc il est comment? Alors Larry, il est, je dirais qu'il est pas déjà, tu l'appelles Larry. Ouais, Larry. On l'appelle tous Larry, mais parce qu'en plus, il nous envoie des petits emails. Tu sais, c'est pas le genre à faire là. S'il a quelque chose à dire, il fait employé all Oracle et il envoie un message. Le dernier étant, oui, j'ai lu dans la presse qu'on disait que je m'étais installée à Miami, mais non, je suis toujours à Hawaï et je veux rester à Hawaï. Bon courage à tous, signé Larry. Donc voilà, donc c'est un personnage. Alors la CEO, c'est Safra Catz. Lui, il est CTO et chairman, donc il avait pris un peu de recul à un moment donné. Il est toujours patron de tous les produits, donc il a 74 ans, il a l'âge de mon papa. Il a un enfant de 4 ans, donc il a une autre trajectoire au niveau familial que mon père. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui est extrêmement vif et qui est quand même à la tête toujours de la stratégie d'Oracle. Donc il a ce pouvoir d'influence gigantesque sur la stratégie d'Oracle. Et je pense que il fait partie c'est comme les Steve Jobs, les Ballmer, etc. C'est cette génération qui a créé l'informatique de demain. Et c'est un des seuls qui est encore à la tête de sa boîte. Donc, il fait encore, tu vois, il y en a beaucoup qui ont changé, qui ont créé des fondations. Donc, c'est intéressant d'avoir le fondateur qui est toujours là et qui est toujours à se réinventer. Je dirais qu'aujourd'hui, il a shifté beaucoup vers des projets autour de la santé. Donc le Covid, évidemment, on a beaucoup de solutions sur les essais thérapeutiques, etc. Donc on a beaucoup investi et donné au gouvernement, à l'association Tony Blair, à plein de gens pour aider autour du Covid et en général la vaccination et les médicaments, et aussi autour du cancer. Donc il investit sur la stratégie, mais il a aussi beaucoup de projets personnels, comme font beaucoup les Américains autour de la santé. Tu sais, c'est un peu leur quand
quand ils ont des milliards à dépenser, on peut dire sont des capitalistes, voilà, cupides. Ouais. Mais il y a une énorme redistribution pour la plupart vers des associations, et je trouve ça assez intéressant que la technologie soit maintenant au cœur de beaucoup de sujets de santé. Et de transformation de la santé. Donc, il est vraiment passionné par ça en ce moment. C'est son cheval de bataille. Avec la voile, toujours. Ben oui. Puisqu'il y a le bateau Oracle sur l'America's Cup. Ouais, puis là, il a créé une nouvelle. C'est à Saint-Tropez ce week-end, le 9 septembre. Et il a créé le Grand Prix SailGP. C'est un Grand Prix où tous les bateaux sont les mêmes, mais avec différents équipages, équipés par la technologie Oracle. Et chacun va gagner la course en utilisant les données qu'ils vont avoir et leur capacité. Mais le bateau est le même. Donc, il a oublié d'être con, le Larry. Oui, il a oublié, ouais. Mais ça me fait une belle transition aussi, parce que t'as été excuse-moi du terme, mais c'est un peu... t'as été la patronne d'Oracle le jour où le Covid arrive. Oui, presque, oui. Non, enfin, ce que je veux dire, tu l'étais déjà avant, mais dans tes premiers mois, boum, tu prends le Covid. Comment une boîte comme Oracle, justement, a réagi à ça, sachant que c'est une boîte américaine à la base, donc il y a cette approche très anglo-saxonne des choses, etc. Enfin, je sais pas, raconte-nous un peu ces épisodes. Alors, je dirais que moi, en France, les Américains étaient un peu en retard par rapport au Covid. C'est-à-dire que au mois de février, nous, on commençait à se dire, avec la DRH, faut qu'on arrête les voyages, faut qu'on arrête d'avoir toutes ces personnes qui vont en Asie, qui voyagent, faut qu'on commence à mettre des règles pour interdire les voyages, les grands événements. Et les Américains nous disaient, mais non, mais qu'est-ce que vous dites, ça va passer, etc. Mais nous, on voyait ce qui se passait en Italie, et on a pris des mesures, en fait, qui n'étaient pas en accord avec les États-Unis. Mais on s'est dit, faut vraiment qu'on commence à être strict. Et donc, nos grands patrons qui étaient beaucoup basés en France, on leur disait, non, vous allez plus à Singapour, non, puis si vous y allez, vous avez 15 jours de quarantaine. Ils disaient, ouais, non, mais c'est pas grave, moi, je peux pas faire mon travail si je voyage pas. Bon, ils sont aperçus après que c'était tout à fait possible de faire son travail sans voyager. Donc voilà, on a été très stricts, on a pris des mesures très tôt. Sur les salles de réunion, sur faire de la vidéo. Et donc, le jour du premier confinement, on a fermé tous les bureaux, on était tous équipés, on a cette chance technologiquement de pouvoir travailler à distance, on n'avait pas de problème. Et la complexité, c'est que depuis je crois, 18 mars 2020, on n'a pas réouvert les bureaux. Ah, donc, c'est toujours fermé, ok. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a à peu près 150 000 employés d'Oracle en télétravail, encore. Ok. 5 jours sur 5. Comment on fait pour gérer une boîte comme ça? Alors les premiers mois, c'est d'abord gérer la sécurité des gens, gérer voilà, qu'on n'ait pas de gens malades, et puis comment on crée une communication, un channel de communication avec les employés. Donc très vite, on a mis en place avec ma DRH et ma directrice de la com un rendez-vous tous les vendredis avec nos employés. On a commencé à leur expliquer, voilà, on gérait un petit peu au jour le jour. Et puis on s'est dit, mais en fait, faut qu'on leur amène des trucs où ils sortent un peu pendant au moins 45 minutes, faut qu'ils sortent de leur maison, qu'ils sortent de leurs enfants, de leur peur. Et donc on a dit, on va amener des gens une fois par semaine qui vont leur parler d'autres choses, des gens de l'Institut Pasteur, des neurochirurgiens, des startups, des tas de gens, pour venir parler aux employés, échanger. Et donc, on avait créé le France Connect, et en fait, on en a fait tout le temps depuis 2020. C'est génial, ça. Ça a permis de créer un lien. Les employés, en fait, on leur parlait pas si souvent que ça. Tu sais, on se disait, faut un amphithéâtre pour réunir 1500 personnes, ça coûte cher, machin. Donc, en fait, tu parlais peu aux employés avant. Tu parlais pour dire, bah voilà, on a fait tant de chiffre d'affaires, bravo, voilà, 3 récompenses pour les meilleurs deals. Mais c'était pas continu, cette communication. Et en fait, on a mis en place cette espèce de rendez-vous de communication, d'échange. Les gens venaient pas, voilà. Et puis on leur a offert au mois de juillet. J'ai décidé, comme on pouvait pas faire la grande soirée qu'on faisait d'habitude de fin d'année, j'étais avec le chef Yannick Aleno dans ses cuisines, et on leur a offert un cours de cuisine. Il y a des côtés cool au job, quand même. C'est sympa d'être avec Yannick Aleno et de faire un petit truc. Donc voilà, mais c'est plus, on s'est beaucoup occupé des gens. Oracle en France, c'est 1500 personnes, c'est ça?
Oui. 8 filiales. On a 8 bureaux à Paris et en province. Ouais. Et 1500 personnes au total. Waouh. Ok, donc bien compris. Bah justement, Oracle aujourd'hui, c'est quoi? Oracle aujourd'hui, c'est un géant de l'informatique, hein, si on synthétise, du cloud en particulier. Et je pense Alors là aussi, pour ma mère, c'est quoi le cloud? Alors le cloud, c'est la capacité de délivrer un service, une application, un logiciel, une base de données à distance, c'est-à-dire que c'est Oracle qui va acheter les machines, gérer les machines pour donner ce service, comme quand je sais pas, vous utilisez un service aussi personnel sans installer quoi que ce soit sur votre ordinateur. Donc ça c'est le cloud, ça permet aux entreprises de petite taille d'accéder à des logiciels, à des technologies extrêmement avancées, mais à des coûts moindres, puisqu'elles n'ont pas à installer des serveurs, des machines, des choses extrêmement compliquées avec beaucoup de gens pour les administrer dans leurs locaux. Et puis ça permet surtout, comme un téléphone portable, le cloud de donner de l'innovation à nos clients tous les 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, ça, si on a dit tiens, on a un chatbot pour mieux faire ses notes de frais, ben on va le donner tous les 3 mois. L'entreprise le prend si ça l'intéresse ou l'intéresse pas, comme vous quand vous faites l'upgrade du téléphone. Mais ça a permis vraiment d'apporter des innovations aux clients tous les 3 mois au lieu de le faire tous les 2-3 ans comme c'était le cas avant, parce qu'il fallait faire des migrations extrêmement compliquées d'outils qui coûtaient très très cher. Donc ça a vraiment apporté aux entreprises cette agilité. Et aujourd'hui, la différence, je dirais la spécificité d'Oracle, c'est qu'on est concurrent de tout le monde. Donc on est concurrent de... Ça simplifie la chose. Ça simplifie, de Amazon, de Google, de Microsoft, mais aussi de SAP, pour ceux qui connaissent, de Salesforce, de Workday, de Palo Alto pour la sécurité. T'as le monde contre toi. Voilà, on a le monde contre nous parce que on a décidé qu'on voulait que on délivre du cloud à la fois pour la partie infrastructure, donc machine, base de données, de la plateforme, de l'intégration, et puis pour toutes les applicatifs métiers qui vont aider les DRH, les directeurs marketing, les directeurs des ventes, directeurs financiers à se transformer. Donc on a vraiment ce périmètre qui fait qu'on a un peu tout le monde contre nous, mais ça a toujours été un petit peu la stratégie d'Oracle, c'est de gérer l'intégralité des technologies et des couches technologiques à la fois verticales et puis horizontales. C'est compliqué parce que ça fait beaucoup de produits, faut expliquer ça aux clients. Mais à la fois, c'est aussi une force quand les clients veulent avoir quelque chose d'un petit peu homogène. Après, juste pour ceux qui nous écoutent, en termes de chiffres, juste de chiffre d'affaires, c'est environ 50 milliards. De chiffre d'affaires. La France, c'est 1 milliard. Ouais. Voilà. Et dans le monde, c'est 136 000 employés, je crois, aujourd'hui. Ok. Et en termes d'entreprises qui utilisent des solutions Oracle? Alors, en France, quand j'en parle, c'est 100% de tout le CAC 40, c'est clair, puisque je pense que tous nos clients ont au moins une solution Oracle de par le fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple tous les ministères utilisent des solutions Oracle. Donc, par exemple, quand tu payes des impôts, c'est avec Oracle. Ouais, je sais pas si c'est une bonne référence, ça, mais ouais, ok, d'accord. Alors, une meilleure référence, c'est toutes les allocations qui ont été versées chômage partiel suite au Covid. C'est des technologies Oracle et en une nuit, on a dû complètement upgrader nos technologies pour pouvoir fournir le nombre d'allocations et de chômage partiel, puisque t'imagines qu'il y a eu un pic absolument gigantesque après le premier confinement. Et donc, nos équipes ont passé un week-end entier pour que les machines puissent supporter la demande qu'il allait avoir en termes d'allocation. Ouais, donc, c'est vachement mieux que les impôts. C'est des choses extrêmement concrètes, la technologie, c'est de voir que les citoyens utilisent ces technologies sans vraiment le savoir. Et l'autre chose dont je suis assez fière, c'est que si on regarde toutes les nouvelles pépites, les startups, ce qu'on appelle les Next 40, à peu près 40% qui utilisent aussi nos technologies, les Doctolib, les Stuart, Content Square, etc. Donc c'est chouette de pouvoir accompagner des boîtes qui sont en plein développement, en pleine croissance, et les aider à se structurer pour croître, et puis aider à transformer des monstres comme AXA ou Engie
qui changent de métier, que la technologie aide à survivre et à changer de métier. Je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est cette dualité et la diversité d'entreprises que tu peux accompagner aujourd'hui. Alors tu l'as dit, le cloud, et maintenant on a bien compris, donc c'est une vraie lame de fond qui a complètement changé le paysage. Parce que il y a 20 ans, les entreprises achetaient des serveurs, ils avaient des salles machines, etc. Là, enfin voilà, le paysage a complètement changé. C'est quoi que tu vois, toi, arriver aujourd'hui et qui va faire le changement dans 5 ans, 10 ans? Alors, je pense que le schisme sur le cloud n'est pas complètement fini, hein, donc il y a encore pas mal de marge là-dessus. Mais au-delà de ça, je pense que on est qu'au début de la gestion de la donnée dans l'entreprise. Je pense que le cloud, on a compris que la donnée était au cœur de tout pour gagner des clients, les conserver, pour conserver ses employés, pour créer des nouveaux produits. Je pense qu'on a compris ça. Mais on n'est qu'au début de la capacité à structurer la donnée, à lui donner l'intelligence nécessaire pour vraiment qu'elle soit utilisée à son maximum. Et vu que les données sont multipliées par 10, 20, 30, etc., tous les trimestres, il y a un volume gigantesque. Je pense que là, on le sait via Google, dans le B2C, etc., mais nous, en tant que société qui gère les données des entreprises, on va avoir ce challenge de les aider à les structurer vraiment pour qu'ils en tirent le bénéfice. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont encore un petit peu bloquées parfois par leur incapacité à vraiment faire un usage parfait de leurs données au bon moment. Elles ont la capacité de le collecter partout, de le stocker, mais de l'utiliser à bon escient, c'est la prochaine révolution, c'est vraiment le prochain challenge des entreprises aujourd'hui. Puis tu l'as dit, les volumes explosent. Donc c'est gigantesque. Donc, quand tu te retrouves alors tout le monde a des projets d'intelligence artificielle, de machine learning, c'est fascinant, mais il faut savoir si ta donnée est de qualité, comment utiliser ça. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment les data crunching, les data analystes, tous ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a autant de jobs comme ça sur le marché, parce que c'est vraiment ce qui manque aux entreprises aujourd'hui. Il y a un programme chez Aura qui s'appelle Génération O. Oui. Parce que justement toutes ces nouveautés, alors et même le cloud, ça va demander un peu d'intellect, de 3 neurones, etc., etc. Et c'est quoi alors Génération O? Alors on l'appelle Gen O en plus court encore. Okay. Non, mais parce que tu sais, tu cherches toujours le logo qui fait bien. En fait, on a vraiment on a lancé un programme pour recruter des gens qui sortent de l'école et pour leur fournir 1 an de formation par nous. On les forme à tous les métiers de l'informatique. C'est top, ça. C'est pris en charge et après, en fonction de ce qu'ils auront vécu pendant 1 an, on leur offre un CDI dans les domaines qui les auront intéressés, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup d'alternants, mais après on n'arrivait pas à transformer ça en job pour eux. Ouais. Et pour être honnête, il y a des super posts sur LinkedIn, on me dit Oracle, la meilleure place pour faire son alternance, c'est génial. Ouais. Et après je vois il va bosser chez Salesforce ou chez SAP ou chez Google. Donc ça fait un peu mal au cœur qu'on n'arrive pas à garder les gens. Donc on a vraiment fait ce programme pour arriver à les former, mais aussi à garder les gens et à garder cette énergie, cette valeur chez nous, parce qu'on avait un peu trop de pertes. Ouais, je comprends. Mais ça confirme aussi une chose que je pense fondamentalement, c'est que il y a énormément de besoins dans les systèmes d'information de manière générale, qu'il y a des places à prendre, quoi. Oui, vraiment, mais enfin nous on recrute en permanence et pas que nous. Moi je suis administratrice du Syntec numérique, donc avec toutes les entreprises de la technologie, on ne parle que comment on recrute, comment on fait de la reconversion, comment en Angleterre, faut savoir que le marché est tellement bas, ils ont pris des anciens militaires qui sont en fin de service et ils les transforment en consultants, etc. On cherche des gens qui ont envie d'aller vers la technologie. C'est un marché qui est en croissance folle. Donc, il y a vraiment multiples opportunités, tant très technologiques que commerciales, que marketing. C'est vraiment varié. Ah bah oui, il y a tous les métiers, on est d'accord. Alors, et c'est finalement aussi, c'est un peu dans la même veine, les femmes dans la tech.
il y en a. Est-ce que ça s'est rééquilibré? Fut un temps, c'était du 90-10, hein. Aujourd'hui, chez Oracle, on a à peu près, je crois, 35% de femmes. Ouais. On a beaucoup de femmes, plus de femmes au niveau commercial, etc. Mais dans les métiers techniques, un petit peu moins. Et surtout, plus on monte, moins il y en a. Ça, c'est clair qu'on a encore un peu de mal à avoir des managers à tous les niveaux. Et aux US, c'est vrai aussi ou... Non, aux États-Unis, ça commence vraiment à être extrêmement équilibré, mais ils ont pris aussi des mesures assez drastiques dans les processus de recrutement où il doit y avoir toujours un homme et une femme. C'est le cas dans certaines sociétés comme Apple, etc., où tu peux pas faire un recrutement si t'as pas un homme et une femme. On n'est pas encore entré dans cette structure-là. C'est des guidelines, mais c'est pas... mais bon, en tous les cas, ça va mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a, bon, on est 4 assez connus, hein, chez IBM, Salesforce, Microsoft, Oracle. D'ailleurs, on déjeune toutes, y compris aussi une fille de ServiceNow, avec Elisabeth Moreno lundi à son ministère. On a été invités pour parler des femmes dans la tech. Donc voilà, donc il y a quand même un effort et une volonté de part et d'autre. Je dirais que c'est vrai que c'est un moment assez sympa parce que les recruteurs, beaucoup de recruteurs nous appellent parce qu'il y a une demande pour avoir des femmes à la tête de la tech. Donc, bon, après, je dirais sans être méchante, après 25 ans à s'être battue dans ce monde pour émerger, si on a quelques années où le pain est un petit peu blanc, un peu plus blanc, ça sera sympa. C'est passionnant tout ça, Karine. C'est quoi les prochains challenges? Alors pour Oracle, pour toi, les 2022, ce sera comment? Alors moi, j'ai un challenge assez simple, ça va être le retour au bureau. Comment je remotive, comment je restructure Oracle France pour que les gens, bon, je pense qu'ils ont envie de revenir, mais aussi pour qu'on leur donne la flexibilité qu'ils ont prise avec le Covid et pour leur laisser cette liberté un peu structurée, mais leur laisser cette liberté. Donc j'ai ça comme challenge. On a évidemment toujours des challenges de croissance qui sont extrêmement forts. Donc comment on va réussir à bénéficier de cet après-Covid dans la technologie. Donc, il va y avoir énormément d'accélération. Donc, il va falloir faire face à ça. Et puis, pour moi, c'est de me dire, voilà, j'ai 49 ans. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau challenge à 49 ans? Est-ce que voilà, on se pose toujours cette question-là. Il y a les hommes, ils ont la crise de la quarantaine. Peut-être que les femmes, c'est plus la crise de la cinquantaine. Mais en tous les cas, pour l'instant, je m'amuse, je rencontre des gens passionnants, je peux parler à des jeunes, je peux essayer de les convaincre que c'est un monde merveilleux, la technologie, je peux essayer à mon petit niveau de changer certaines choses. Donc voilà, j'ai encore la passion et j'espère que je vais la garder encore longtemps. Ça, c'est... Mais je te le souhaite, j'ai aucun doute. Enfin, franchement, enfin voilà, on se connaît suffisamment, j'ai zéro doute là-dessus. Juste pour le fun, la première fois que tu débarques sur le plateau de BFM TV pour défendre Oracle ou tout simplement présenter les nouveautés, etc., ça fait quoi? Enfin, la première fois que tu débarques et puis voilà, c'est... C'était Frédéric Simotel que j'aime beaucoup. J'étais assez stressée, même si j'ai fait beaucoup de public, j'ai fait beaucoup de présentations en public, etc. C'est quand même un exercice différent. Tu te dis que ta mère, ta tante, tout le monde te regarde, donc c'est un petit peu différent. Mais non, j'étais vraiment stressée, mais j'avais très très bien préparé. Je suis quelqu'un un petit peu comme au théâtre, c'est-à-dire que quand je vais présenter, je connais tout par cœur. C'est je fais comme si je faisais l'interview, toutes les questions, j'ai tout anticipé dans ma tête pour que ça puisse sortir complètement naturellement devant le journaliste. Donc j'apprends tout par cœur, j'ai des notes et des notes, des words. Je dors pas très bien, mais quand je suis sur le plateau, d'un coup, on voit plus les caméras, le journaliste est sympa, ils sont pas là pour te piéger. Donc après tu penses juste à il faut que je sois claire,
faut que je sois précise et que je bouge pas ma jambe parce que j'ai l'habitude de bouger ma jambe comme ça en permanence et on m'avait dit arrête de bouger ta jambe. Donc je pensais à ça et voilà et c'était juste après en sortant, c'est de regarder les textos de ton papa. Tu vois, t'as 48 ans mais tu regardes les textos de ton papa et ta maman qui te disent ah t'as été super, j'ai rien compris. Bah déjà ils disent t'as été super, c'est déjà pas mal. T'as des parents bienveillants. Oui, mais j'avais la grand-mère de mon copain qui a 85 ans, qui avait passé 2 heures devant BFM pour pas me louper et qui avait dû entendre des trucs auxquels elle avait rien compris, juste pour me regarder. Et c'était ça le plus important pour moi, presque, que le reste. Il y a un sujet que j'ai loupé, mais la souveraineté numérique. C'est un grand... déjà, tu t'es pris le Brexit aussi dans cette affaire. Oui. Alors ça a l'air de rien, mais on parlait du cloud. Ça veut dire qu'il y a il y a quand même à un moment des serveurs. Alors en général, c'est les serveurs d'Oracle, effectivement, mais qui sont un peu partout dans le monde. Donc on se pose la question de qu'est-ce qui se passe si, par exemple, les Américains ferment leurs frontières numériques? Qu'est-ce qui se passe si les Anglais quittent l'Europe comme ça et claquent la porte? Justement, c'est quoi alors tes réflexions justement sur la souveraineté numérique? Est-ce que c'est quelque chose qui peut exister? Est-ce que dans un monde globalisé, c'est une douce utopie ou comment tu vois ça, toi? Non, je pense que c'est pas une utopie dans le sens où, GDPR a tout changé, c'est-à-dire que le fait d'avoir RGPD pour les Français, RGPD, la régulation qui protège les données personnelles des citoyens européens. Je pense que c'était important d'avoir ça quand même, d'avoir notre autonomie sur un certain nombre de règles sur nos données. Je pense que c'était essentiel. Il est vrai qu'au départ, la plupart des sociétés du cloud, elles avaient leur data center, leur centre de données en Angleterre. Mais Oracle avait déjà investi énormément en Hollande à l'époque. Et quand on a commencé à sentir le Brexit arriver, il faut savoir que les sociétés comme Oracle, Amazon, Google, on est à Bruxelles en permanence. Ouais. On a des gens qui sont des gens qu'on appelle des affaires publiques, qui travaillent à Washington, qui travaillent à Bruxelles, qui travaillent à Strasbourg pour comprendre ce qui se passe, quelles sont les lois. On a la même chose à l'Assemblée en France pour anticiper toutes ces discussions politiques qui vont avoir un impact. C'est-à-dire que le cloud a rendu la technologie extrêmement perméable à la géopolitique. Oui. Donc, on parle du Brexit, mais nous, c'est par exemple aussi ce qui se passe en Arabie Saoudite. Ils veulent pas que leurs données soient hébergées, tu vois, dans d'autres pays aussi. Et donc, on a dû investir des data centers au Qatar, en Arabie Saoudite, en Allemagne, parce que la géopolitique imprègne le monde de la technologie. Donc ça a été un grand shift. C'est pour ça qu'il y a vraiment du lobbying extrêmement fort. Moi, j'ai été auditionnée par la communauté européenne. J'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale pour expliquer comment on stocke les données, quelles sont nos règles, quels sont nos principes de sécurité. Et c'est pour ça que cette année, on va ouvrir un data center à Marseille, là, dans 1 mois et demi, parce que la France commence à avoir aussi des velléités d'être de plus en plus souveraine sur les données de ces entreprises, ce qui est très bien. Il y a une proximité. Après, les gens sont parfois, il y a un peu de dogmatisme aussi, c'est-à-dire que les gens disent il faut que les données soient en France, et puis derrière ils vont sur Google, ils vont renseigner une fiche et puis ils savent même pas où partent leurs données. Donc c'est important pour les gens sont parfois dogmatiques, mais ils s'aperçoivent pas que tous les jours ils donnent leurs données à des serveurs, des gens qui respectent pas forcément ça. Mais je pense il y a un protectionnisme qui est né, protectionnisme politique, il y a un protectionnisme technologique, et on doit, même si c'est peut-être dogmatique ou pas rationnel, je pense qu'il faut essayer de le comprendre et d'y répondre, parce que ça devient un élément de choix dans les appels d'offres pour le gouvernement, mais aussi pour les entreprises publiques. Donc, mais après, pour moi, c'est pas le lieu où sont stockées les données qui importe. C'est la sécurité que tu vas appliquer à tes serveurs. Est-ce que tu as les bonnes politiques de mise à jour, d'upgrade, etc. C'est quand on voit ce qui est arrivé à OVH, malheureusement, tu te dis c'est un éditeur français, les données sont en France, et il y a quand même des milliers d'entreprise qui ont perdu leur avec l'incendie à Roubaix, c'est ça?
Voilà. Donc, je veux dire, c'était une société française hébergée en France. Donc, je suis d'accord, il y a la souveraineté, mais il faut pas oublier que tu peux être français et puis ça te pose quand même des problèmes. Donc, faut pas être dogmatique non plus. C'est pas la solution. C'est pas la solution à tout, mais t'as raison. C'est peut-être une saine interrogation à avoir. Avec une vraie éducation aussi à faire à tous. Mais à l'école, aux enfants, et qu'ils comprennent ce que c'est aussi que donner son numéro, son nom sur Internet, qu'est-ce qu'on va en faire. Je pense que c'est important d'éduquer les enfants à cette empreinte numérique et aussi à la sécurité de leurs propres données. Ouais, puis là, c'est ce que tu évoquais, mais vous êtes par exemple sur des données de santé, etc., etc., donc hyper critique. Et oui, après, nous, c'est vrai qu'on certifie même pour être certifié hébergeur de données de santé. Donc, c'est en plus une certification en plus parce que c'est extrêmement, ça doit pas sortir du pays. Il y a un certain nombre de règles, c'est normal. Autrement, peut y avoir des dérives. Hein. C'est toujours excitant. Cette technologie, parce que c'est un monde qui évolue, qui change tous les jours. C'est l'exemple même d'un monde de plus en plus globalisé. Donc enfin voilà. Et t'écouter et te voir évoluer aussi là-dedans. Enfin voilà, moi je bois du petit lait très honnêtement, donc c'est hyper sympa. Justement pour tous ceux, alors peut-être pour les jeunes femmes, les jeunes ou un futur prospect pour Oracle, comment on contacte Oracle? Si on veut te contacter toi, c'est quoi le bon chemin? La plupart du temps, les gens ils me contactent sur LinkedIn, comme tu l'as fait aussi. Même si je pense qu'on a encore nos numéros de portable. Donc oui, c'est beaucoup par LinkedIn. J'ai des jeunes qui me contactent. Je regarde bien les messages qu'on m'envoie quand même. Je trouve ça sympa. Parfois, évidemment, c'est de la pub, mais LinkedIn, c'est un bon moyen de me contacter, presque plus que par l'email. Aujourd'hui, je suis tellement submergée par les emails que LinkedIn devient un moyen un petit peu plus simple de me contacter. Bah voilà un truc super intéressant. Tu diriges une entreprise, 1500 collaborateurs, plus les 150 000 ailleurs qu'en France. Donc, je pense qu'effectivement, des emails, tu dois en recevoir quelques-uns par jour. Le tips and tricks de Karine Picard, comment on fait? Comment on fait pour gérer sa boîte mail dans ces conditions-là? Moi, j'ai toujours été de garder 10 minutes entre mes rendez-vous pour regarder ce qui est arrivé pendant mon rendez-vous, classer ce qui est urgent auquel je dois répondre dans la journée et puis ce qui nécessite une lecture ou ce qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que si je suis pas en destination directe, si je suis en copie, c'est des choses qui seront lues en général le lendemain matin. C'est-à-dire que j'ai un truc où je vais gérer les urgences du jour et le lendemain matin, j'aime travailler tôt. En général, je me lève à 6h30 et je vais faire de 6h30 à 7h30, je vais regarder toutes ces choses qui sont de la lecture, de l'information et c'est comme ça que je suis assez réputée chez Oracle. En fait, mon assistante n'a pas accès à ma boîte mail. Personne n'a accès parce que j'aime gérer et je crois que j'oublie rarement de répondre à quelqu'un. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un jeune, une super boîte à Biarritz sur une nouvelle manière de faire du RSE. Je trouvais sa boîte super intéressante, son mail était super bien et j'ai ouvert, j'ai trouvé ça bien, j'ai forwardé à mon équipe RSE et ça se trouve on va. Donc il y a des moments où il y a même des trucs externes, les gens arrivent à te toucher et avoir un message qui te donne envie d'ouvrir, même de prendre 5 minutes de ton temps pour regarder ce qu'ils ont à te dire, quoi. Mais voilà. T'es dans une position de responsabilité forte. Comment on fait pour déconnecter? Déjà, est-ce que on arrive à déconnecter? Et comment on fait pour déconnecter? 100% de déconnexion, pour être honnête, je trouve ça difficile. Après, moi, j'ai toujours cette capacité à dire, tu vois, si je m'arrête de bosser à 19h15, 19h25, je peux être dans un total autre mindset, tu vois, je peux être vraiment ailleurs. Tu shiftes facilement. Je shift hyper vite d'un sujet à l'autre. Et c'est pareil le matin, c'est pour ça que je peux me lever à 6h30 et à 32 répondre à des mails parce que voilà, je suis déjà dans ma tête, je suis en fait mon copain me dit t'es un peu on off toi, c'est toc. Mais après je fais beaucoup de yoga, je fais 2 heures de yoga par jour, je fais beaucoup de sport,
voilà, je m'aère beaucoup, j'écoute des choses différentes. Ah, tu vois, par exemple, avec le Covid, je regarde pas les infos. Je peux pas regarder une chaîne d'information. Je peux pas me mettre dans quelque chose d'anxiogène quand j'ai fini de travailler. Faut vraiment que je me mette dans quelque chose qui me vide la tête complètement en dehors de et qui apaise, ouais. mon monde. C'est pour ça que je te disais, j'aime bien les podcasts aussi parce que d'un coup, t'es immergé dans quelque chose d'autre et ça te permet de faire le vide. Et vraiment, je trouve que la télévision ou ce genre de choses, ça te permet pas de déconnecter. Mais il faut vraiment faire l'effort de la déconnexion. C'est un effort parce que t'es tout le temps sollicité. Et si toi tu fais pas cet effort, c'est pas les autres qui vont le faire pour toi. Surtout quand t'es dans des jobs internationaux. Savoir que on travaille H24, le dimanche à Dubaï, on travaille le dimanche à Dubaï. Les Américains sont déconnectés par rapport à toi, donc tu peux travailler de 5 heures du mat à 1 heure si tu t'arrêtes pas. Et comment on résiste à la tentation d'envoyer un email le samedi ou le dimanche? Moi, si c'est important pour le lundi matin, je vais le faire. C'est-à-dire si j'ai besoin que la personne le sache le lundi matin, je vais le faire avec mes directs uniquement. Oui. C'est-à-dire que je le fais qu'avec les gens avec qui j'échange. On sait qu'on est sur le même mode. Il y a des gens, je sais, dans les pays nordiques, il faut pas écrire après 5 heures le vendredi soir. Personne te rappellera. Donc, tu adaptes. Mais normalement, enfin moi j'ai jamais réussi à faire ça, mais j'ai quelqu'un qui le fait. Je trouve ça génial. Tous ces emails, il les écrit le week-end, mais ils ont comme date d'envoi lundi matin à 8 heures. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je me prends des rafales le lundi à 8 heures. C'est un peu anxiogène, hein, parce que quand tu... c'est un peu, moi aussi, ça me prend un peu. Je préfère parfois envoyer juste un truc au flux. Moi, je préfère le flux continu. Si la personne le lit, c'est pas grave. Si elle le lit pas, il n'y a pas d'obligation. Exactement. C'est vraiment ça. Puis voilà. Après, tu réponds pas, puis voilà. C'est aussi bête que ça. C'est dans ton droit de ne pas répondre. Exactement. Ton droit à la déconnexion. Et le droit à la déconnexion. Bon, génial. On va je pourrais passer encore des heures et des heures avec toi, Karine. Mais bon, ton temps est précieux aussi. On va arriver aux 7 dernières questions. Et comme je sais que tu es une perfectionniste, justement, et tu me l'as dit juste avant qu'on commence à enregistrer, tu as lu le briefing. Et ça, c'est un message à tous les futurs invités, à tous les anciens qui avaient jamais lu le briefing. Eh ben oui, Madame Picard, elle a lu le briefing. Voilà. Première question. Karine, dis-nous quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est douceur. C'est mignon. Alors pourquoi douceur? Parce que je pense qu'on est dans un monde extrêmement brutal. Oui. Et je trouve que la douceur, on n'a pas besoin d'être brutal pour dire des choses même difficiles ou compliquées. Je pense que avoir une certaine douceur de parole est important. Et je trouve aussi que c'est lié à la cuisine aussi, une douceur, c'est gustatif, moi ça me fait penser à des choses parfois sucrées de l'enfance. Et je trouve que ça me ramène à la fois à mon enfance, mais aussi à une philosophie de vie que j'ai, qui est de limiter l'agressivité au maximum. Joli. Le mot que tu détestes? Opportunisme. Ah, ok. J'aime pas le mot déjà, mais je déteste les opportunistes aussi. Ok, c'est noté. Le son ou le bruit que tu aimes? Les cigales. Ça sent le relent des vacances, ça. J'ai toujours aimé, depuis toujours, en m'endormant. Mais à Lyon, il n'y a pas de cigales? Non, mais j'ai passé beaucoup de vacances en Italie et dans le sud et pour moi, c'est vraiment, oui, les vacances, mais c'est vraiment un bruit apaisant, je trouve, qui est incessant, mais apaisant. Écoute, je t'inviterai un week-end pour un barbecue à Orléans. Dans mon jardin, il y a des cigales. Ah bah, tu vois qu'il n'y a pas besoin d'être dans le sud. Le son ou le bruit que tu détestes? Alors, comme je le prends beaucoup à Paris, c'est le métro qui entre dans une station. Je trouve ce bruit strident absolument quand ça freine, anxiogène. Ouais. Et je trouve que dans les autres villes de France, comme à Lyon ou à Bordeaux ou ailleurs, où on a fait des métros plus modernes, la douceur du bruit, je trouve que le voyage en métro est déjà un peu anxiogène, t'es sous terre, etc. Et ce bruit, je le trouve très anxiogène. Ok.
ton juron, gros mot ou blasphème favori? Souvent, je dis, c'est quoi ce bordel? Et je tiens ça de mon papa. Je tiens ça de mon papa qui disait souvent ça. Et donc souvent, je le dis même à mes équipes. Mais c'est une belle phrase parce que ça invite aux explications éventuellement. Et puis non, je trouve ça très joli. Très joli. Puis je t'imagine bien rentrer dans un bureau en disant c'est quoi ce bordel. Ouais, voilà. La citation que tu aurais aimé prononcer. Alors il y en a une que j'aime beaucoup. C'est pas une personne très connue, hein, c'est Christophe André qui l'a dit, mais c'est « Sourire mobilise 15 muscles, mais faire la gueule en sollicite 40 ». Proposez-vous. Je suis bien d'accord. C'est une belle phrase. T'arrives à sourire tout le temps? Beaucoup. Je trouve que le sourire, moi, déjà m'apaise et m'aide à prendre du recul. Quand t'as des choses à dire difficiles, tu les dis sans sourire, mais je pense que un sourire dans la rue, ça devient tellement rare. Un sourire de quelqu'un dans une voiture que t'as laissé passer, ou je trouve que le sourire rend la vie tellement plus facile, sans devenir, un enfant de cœur. Ouais. Mais je trouve que le sourire, et le masque a tué ça. Tu vois, on a les masques, on voyait plus le sourire des gens. Je trouve que d'avoir enlevé les masques et de revoir le sourire, ça rend le monde quand même un peu plus beau. Est-ce que tu penses que le mot bienveillance est galvaudé? Oui, je pense qu'il a pris un côté un peu bébête, un peu trop d'empathie, des gens qui se font avoir. Maintenant, on est dans un monde où il faut pas se faire avoir. Il faut faire attention, tout le monde est potentiellement à vouloir essayer d'utiliser, ou il y a plus de gentillesse. Je suis pas d'accord, je trouve quand même que on peut pas être dans un monde où on se méfie de tout le monde, où il n'y a pas de sourire gratuit, où il n'y a pas de bienveillance gratuite. Si on tombe dans ce monde-là, c'est absolument terrifiant humainement. Donc, ça me demande des efforts de rester bienveillante. Mais je pense que souvent, on a caractérisé mon type de management, un management exigeant et bienveillant. Oui. Mais je trouve ça comme une qualité. Je prends pas ça pour, c'est une fille, elle est gentille, etc. Je trouve que ça a été galvaudé, mais c'est essentiel. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? J'aimerais qu'il me dise, derrière cette porte, il y a tous les gens que tu aimes et qui t'attendent. C'est-à-dire que tous les gens qui t'aiment seront morts? Non, mais... c'est super optimiste. J'ai pas d'enfants et j'estime que mes parents, mes grands-parents seront morts avant moi. Ouais, donc, d'accord, je comprends. C'est plus que j'aurais laissé sur Terre peu de choses, et que tous ceux que j'aurais aimés seront déjà au ciel. Ok, c'est beau. C'est beau comme du Karine Picard. Après, on va dire que je suis trop sentimentale, mais voilà. Ma famille. Non, mais je pense que t'as et c'est une de tes forces, c'est que tu sais allier l'humain avec, enfin ça transpire aussi, Karine, dans tout ce que tu dis. T'es une pro, mais jusqu'au bout des ongles, quoi. T'es une pro, t'es dans la logique d'excellence, etc. Et tout ça avec quelqu'un qui est fondamentalement et profondément humain. Ça fait un cocktail pas mal. Et je trouve que mettre quelqu'un de ce profil-là à la tête d'une boîte comme Oracle, celui qui a pris cette décision-là, tu vois, on disait que Larry, il était loin d'être con. Celui qui a pris cette décision-là, il était loin d'être bête. Parce que du peu que je connaissais d'Oracle, etc., je pense que effectivement ça a dû bousculer un peu dans le landerneau oraclien, et je pense que ça a fait énormément de bien à cette boîte. Voilà, tu vois, je te sers pas la soupe, puis on se connaît suffisamment, mais à ce moment-là, et pour les années qui viennent, je pense que un profil comme le tien, justement, c'est ce qu'il faut à cette boîte. Oui, je pense que c'est ce qu'ont ressenti les employés aussi, les clients, et voilà, c'est une autre manière de gérer du business, et je pense que ça fait son effet, oui, mais parce que on a été une boîte très brutale aussi, et cette brutalité a laissé des traces, et
et on avait besoin de montrer qu'on était autre chose parce que tout le monde n'est pas brutal non plus et voilà. Non, puis la brutalité a amené positive. La brutalité a amené la brutalité, si tu veux. C'était un cercle vicieux. Vicieux de brutalité, oui. Et, donc voilà. Et justement, bah voilà, le fait que tu sois sur cette position, ben ça a cassé ça et enfin voilà, je trouve que c'était un bon move pour Oracle. C'est cool, puis en plus pour toi, donc ça c'est encore mieux. Karine, il me reste à te remercier énormément du temps que tu m'as consacré, du temps que tu nous as consacré. C'est un parcours inspirant. Voilà, allez suivre Karine sur LinkedIn. Parce que les problématiques autour des systèmes d'information sont des problématiques qui sont cruciales, hyper intéressantes. Ça bouge tout le temps et vous l'avez entendu, Karine est une dirigeante pas comme les autres et donc ça mérite beaucoup d'attention et on peut énormément apprendre juste en regardant sur LinkedIn. Voilà. Donc un grand merci Karine. Merci de ton intérêt, tes questions, de ce moment. C'était un beau moment de déconnexion, tu vois, d'échange. Et puis voilà, merci vraiment et j'espère que ça aura inspiré ceux qui nous auront écoutés et qu'ils auront passé un beau moment de déconnexion eux aussi. Ouais, et puis en off, une fois que le Covid sera encore plus derrière nous, on se fera un truc ancien combattant, etc. Voilà, on reparlera de nos jeunes années, ma brave dame. Oh, mais on est hyper jeunes. Allez, bye bye Karine, merci pour tout. Merci à toi. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.